Je suis vraiment ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis Raquel Garrido, insoumise de toujours et militante pour la 6e République depuis toujours ou presque. Et on a cette année notre, on va dire, réunion annuelle. Hein. On entend le vent dans le micro aussi, du coup. Bon. On n'y coupera pas. Notre réunion annuelle, on va dire maintenant, qu'on fait chaque année sur cette question de la Constituante et de la 6e République, puisque c'est un sujet récurrent, fondateur de l'action de la France Insoumise. Cette conférence, cette année, était préparée par Pierre-Yves Cadalin, qui est l'animateur du livret Constituante et 6e République. Et je suis au regret d'excuser l'absence de Pierre-Yves, qui, pour des raisons personnelles, un peu tristes dans sa famille, a dû rater ses amphis. Et je lui adresse vraiment toutes mes amitiés. Je sais qu'en votre nom à tous, on est de tout cœur avec lui et on est reconnaissante et reconnaissant de tout le travail qui est fait au long cours par les camarades qui animent le livret Constituante et 6e République. Et puis, de toute façon, Pierre-Yves Cadalin sera présent et sera à la tâche pour maintenir vivant cette thématique tout au long de la campagne présidentielle. Donc, voilà pour la situation de Pierre-Yves. Donc, nous sommes du coup tous les deux avec Patrick Proisy. Patrick Proisy est la nouvelle vague des maires insoumis qui ont été élus en 2020. Et nous en sommes très fiers. Nous en sommes très fiers parce que c'est vrai que la France insoumise, vue de loin, a pu apparaître pour certains comme un mouvement reposant, on va dire, sur une figure ou sur une tête nationale et pas forcément confronté à des scrutins locaux, à des rapports de force locaux. Et on l'a vu en 2020 avec l'émergence d'un certain nombre de camarades comme Patrick qui ont gagné avec les modes de scrutin que vous connaissez, qui sont en plus pas faciles, leurs élections municipales. Et la raison pour laquelle la présence de Patrick Proisy aujourd'hui est particulièrement intéressante, c'est parce qu'en tant que maire insoumis, il a tout de suite mis en œuvre un certain nombre de mesures de rénovation démocratique ou d'évolution de la souveraineté aux citoyens au plan communal, ce qui est une preuve que ce ne sont pas que des paroles, ce ne sont pas que des idéaux, c'est pas que pour après. Hein, les mesures et les avancées démocratiques, c'est quelque chose que les insoumis peuvent mettre en place immédiatement lorsqu'ils gouvernent. Donc, ce que je vous propose de faire, du coup, comme façon d'organiser notre débat aujourd'hui, c'est de commencer par Patrick, qui va nous parler justement de comment, au plan local, il est nécessaire de bouleverser l'ordonnancement juridique classique de mode de représentativité et de mode d'organisation de la participation populaire au plan communal. Et à partir de là, on en viendra au plan national et à la feuille de route de la Constituante 2023 qui commence par la campagne Mélenchon 2022. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que la campagne Mélenchon 2022 est importante et doit gagner parce que nous avons la campagne Constituante 2023. C'est pas un à côté, c'est quelque chose qui est consubstantiellement fusionné. Donc nous y viendrons pour conclure ces débats après que Patrick Proisy ait pris la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup Raquel pour cette sympathique présentation et puis bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi et c'est même un honneur de participer à une conférence lors de ces amphis. Je vais m'attacher à essayer de vous donner quelques exemples de ce que peut faire un maire insoumis quand il est en fonction. Et puis gardez en tête qu'on a un an à peu près, on a été installé fin mai 2020, on a à peu près un an d'exercice du pouvoir au niveau municipal. Et pour commencer, je vais vous donner un chiffre qui est celui de 35%. 35%, c'est le taux de participation avec lequel la liste Faches-Tuménil en commun a été élue à la tête de la ville de Faches-Tuménil. Et ça, ça ne nous satisfait pas.
Et on est peut-être les seuls d'ailleurs dans le champ politique à chaque fois à le dire. Quand on est élu avec des 30 ou des 35%, c'est pas satisfaisant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de grève démocratique amplifiée en plus avec ce qu'on a su, avec ce qu'on a vécu depuis évidemment mars 2020. Et tout ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place au niveau citoyenneté, démocratie directe, c'est dans le but de redonner du pouvoir aux gens et de les ramener vers le vote, vers le scrutin. C'est vraiment notre fil conducteur. Donc je vais avoir quelques exemples à vous donner, mais pour resituer un petit peu le contexte, quand on a fait campagne, on a commencé par faire un porte-à-porte sans tract, juste avec une feuille blanche en disant aux gens, voilà, vous nous parlez de vous, de votre rue, de votre quartier, de votre ville. Et nous, on note. Et de ça est ressorti 4 priorités pour les habitants, qui étaient l'économie locale et l'animation de la ville, la sécurité, l'écologie et la démocratie directe. Comment on fait pour que, entre 2 élections, le citoyen puisse avoir un pouvoir réel? C'est pas juste, tu viens voter en 2020, tu t'occupes de rien du tout jusqu'à 2026, mais s'il te plaît, reviens en 2026, parce qu'on a quand même besoin de toi à un moment. Nous, on dit aux habitants, on a besoin de vous tout du long. Donc, on a construit un programme avec les habitants, d'ailleurs. On a fait beaucoup de réunions, on avait appris ça avec Gabriel Amar. Vous savez, on retire les tables et les chaises et on fait des débats mouvants. Bref, on a construit ça avec les habitants. La première chose qu'on a fait quand on a été élu, c'est que j'ai nommé une adjointe à la démocratie partagée et à la citoyenneté. C'est de la sémantique, hein, mais on voulait éviter le terme participatif. Parce que derrière le terme participatif, on met ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut faire un projet de logement de 1000 habitations, et puis on va vous demander de venir à une réunion pour choisir la couleur du banc qui sera devant. Donc on voulait éviter ça, puis bon, voilà, ça nous rappelait un petit peu ce que faisait l'ancienne équipe. Donc 3 mandats de droite, donc 19 ans de pouvoir de droite dans la ville de Fâche-Tuménil, avant nous. Donc on a mis une adjointe à la démocratie partagée. On a tout de suite aussi mis en place les conseils de citoyens. Les conseils de citoyens qu'on a voulu, pas juste sur le choix de la majorité pour sa constitution, pour les gens qui sont à l'intérieur. On a décidé que chaque conseil de citoyens aurait 3 collèges. Un collège d'acteurs locaux et associations et commerçants. Un collège avec des gens qui postulent, qui sont volontaires. Et un collège avec des gens tirés au sort. Donc ça revient sur une partie des choses que Raquel vous dira tout à l'heure. Et ça fonctionne pas mal. On a eu, selon les conseils de citoyens, 70% des gens qui avaient été contactés, on leur a dit, au fait, vous avez été tirés au sort pour venir vous occuper des affaires de la ville, qui sont venus, et d'autres où ça marchait un petit peu moins bien. D'ailleurs, les quartiers les plus populaires, où on a eu 30% des gens qui nous ont dit, OK, on vient. Donc après, on a refait d'autres tirages au sort pour avoir le bon nombre. Donc ça, c'était la Constitution. Et alors, c'est pas, si vous voulez, c'est pas juste une vitrine. C'est-à-dire qu'on les utilise vraiment pour prendre des décisions. Je vous donne un exemple. On avait une grande avenue qui doit être... on doit changer les canalisations. Donc après, on refait la voirie, on refait le tapis sur le dessus. L'ancienne équipe avait dit, bon, on remet à l'état, comme avant. Et nous, on a dit, bah non. Il faut prendre en compte la cyclabilité, la végétalisation, comment on cohabite entre le vélo, le piéton et la voiture. Et donc, on a demandé à la métropole européenne de Lille, dont c'est la compétence, vous nous faites 3 scénarios, vous venez vous les présenter au conseil de citoyens, et c'est eux qui vont décider. Et alors, on a vu des choses géniales, parce que finalement, ils n'ont choisi aucun des 3. Ils ont dit, bon, là, il y a une bonne chose, mais est-ce qu'on ne peut pas mixer avec le 1 et le 2 ? Et donc là, c'est en cours, et la MEL doit revenir pour présenter un scénario avec les demandes des habitants. Donc vous voyez, c'est tout gagnant, parce que nous, on est des élus, je connais bien ma ville, je circule en vélo, voilà. Mais les habitants, ils connaissent bien leur rue, ils connaissent bien leur quartier, ils savent les problèmes. Donc c'est à eux qu'il faut demander quand on fait ce genre de travaux. Il n'y a pas de doute dans notre esprit. Et c'est hyper efficace, parce que, en plus, si jamais quelqu'un, j'ai envie de dire, c'est que des avantages, parce que les gens sont contents, et si jamais quelqu'un vient râler, moi je lui dirais, mais écoutez, c'est le choix du Conseil de citoyens. Et d'ailleurs, le Conseil de citoyens, on lui a dit, soit vous jugez que vous êtes suffisamment apte à prendre la décision pour ce sujet-là, soit vous nous dites, bah non, et vous engagez une consultation sur l'ensemble de telle rue, telle rue, telle rue, telle rue.
Donc voilà, on essaye de jouer avec ces conseils de citoyens qui ont été mis en place par mon adjointe Laurence Lejeune, qui est là-bas, elle se fait discrète, mais c'est elle qui fait tout le boulot, je tiens à le dire. Parce que gérer une municipalité, c'est pas être tout seul, au contraire, c'est vraiment un travail d'équipe important. C'est 18 000 habitants, madame. Et c'est juste au sud de Lille, c'est collé à Lille. Ensuite, on a donné d'autres outils aux habitants qui sont tout simples, qui existent dans les grandes villes, qui sont par exemple la rediffusion du conseil municipal sur les réseaux sociaux en direct. Bon, ça se faisait pas. Et on prend les questions que les gens mettent en commentaire et on y répond à la fin du conseil municipal. C'est pas grand-chose, mais il y a des gens qui m'ont dit écoutez, moi, plutôt que de regarder une série, etc., j'ai vu qu'il y avait ça sur Facebook, je l'ai mis sur la télé du salon et on a mangé en regardant le conseil municipal. Putain, un peu surpris. Et c'est vrai que quand il n'y avait pas les rediffusions, il y avait 3-4 personnes dans le public, pas plus. Et là, on est sur du 50, 60, 70 personnes qui regardent le live. Donc c'est qu'on est en train de diffuser cette culture politique et qui finalement profite à tout le monde, je pense. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qu'on a fait de bien? Ah oui, juste avant de partir en vacances, histoire de partir l'esprit serein, on a mis en place le référendum d'initiative citoyenne et le droit de pétition. Et dans mon esprit, le droit de pétition, il est vraiment hyper important parce qu'il est très fluide. Je vais vous expliquer ça. On a pris un vœu, et je vous dirai après pourquoi on n'a pas pris une délibération, ou pourquoi on ne l'a pas mis dans le règlement intérieur. On a fait un vœu au conseil municipal en disant si une pétition obtient 3% du nombre d'inscrits sur la liste électorale, 3%, donc on a à peu près 12 000 votants, ça fait à peu près 400 signatures. Nous, on passe la pétition en conseil municipal. Ça ne veut pas dire qu'on va voter pour ou qu'on va voter contre, mais on s'engage à la passer, à la débattre et après à donner un avis. Et ça, c'est hyper fluide parce que 400 signatures pour ce... Pardon, Raquel. 400 signatures, c'est pas difficile à atteindre. On a regardé ce que faisait d'autres villes dans les alentours. Il y a un droit de pétition, mais c'est tout de suite du 7, 8, 9, 10%. Et finalement, c'est hyper compliqué à atteindre. Et ça peut être pour tout type de sujet. Ça peut être, on veut qu'une braderie revienne dans notre quartier, comme sur tous les sujets, mais qui sont de compétences municipales, bien évidemment. Ça me rappelle le Royaume-Uni où il y a ce genre de choses. Ils avaient demandé la construction d'une étoile noire de Star Wars. Alors, ils avaient été obligés de chiffrer combien ça coûterait. Bon, voilà. Nous, on a bien mis, évidemment, c'est pour les compétences municipales. On a ensuite mis un seuil plus important pour le référendum d'initiative citoyenne, on l'a mis à 18%. 18%, ça fait à peu près 2000 électeurs. Et on ne l'a pas choisi au hasard, c'est à peu près le nombre d'électeurs qu'avait eu la liste de droite qui était face à nous lors des élections municipales. Comme ça, on ne peut pas nous taxer de « vous avez mis un seuil beaucoup trop élevé, on ne pourra jamais l'atteindre », parce qu'ils avaient fait à peu près 2000 électeurs en contexte Covid avec 35% de participation, parce qu'habituellement, ils en font, sur les dernières élections, ils en faisaient 6000. On se dit qu'a priori, normalement, c'est la possibilité donnée à la fois à l'opposition, et c'est important d'écouter son opposition aussi, quand même. Je crois que les députés ils seraient assez d'accord avec moi, de donner des armes à l'opposition, parce que parfois, ils ont des bonnes idées. Bon, souvent, c'est un peu de soin, et non, mais ça peut arriver de temps en temps qu'une bonne idée arrive. Donc, ils ont la possibilité, et les citoyens aussi. Évidemment, toujours avec cette obligation que ce soit sur des thèmes de la compétence de la municipalité. L'étape qui nous reste à faire, elle arrive là en octobre ou en décembre, ça va être de... Alors, j'ai oublié un truc. Donc, 2000 signatures, un référendum est organisé. Et nous, on a pris la promesse morale de défendre le résultat à la sortie des urnes en conseil municipal. Si on avait mis dans notre règlement intérieur ce genre de choses, ça aurait été retoqué par la préfecture. Parce que le conseil municipal est une assemblée délibérante. On ne peut pas le forcer par nature. C'est lui qui doit délibérer, c'est lui qui doit décider. Donc si on marque, il y a un vote, il y a un référendum, et on est obligé d'appliquer le résultat, en préfecture, ça ne passe pas. En délibération, pareil, contrôle de légalité à la préfecture, ça ne passe pas. Donc on a un petit peu biaisé, on a pris un vœu, et donc là, il nous reste, à partir d'octobre, à décider des modalités de collecte des signatures. Et pour ceux qui ont essayé d'aller signer sur ADP il y a quelques années, vous voyez bien que la modalité de collecte de signatures, ça va être un gros débat. Ça va être hyper intéressant, j'en doute pas. Quand je vois la votation sur l'eau qui avait été faite par la France Insoumise il y a quelques mois, la facilité pour aller sur le site, toc, enfin, c'était en 3 minutes, c'était fait, c'était génial.
quand je vois les millions que ça a coûté pour ADP pour mettre le site en place et la difficulté que c'était pour les signer, alors en plus Fâche-Tuménil, il y a un tiré entre Fâche et Tuménil, hein, ça rajoute encore les galères par rapport à l'informatique. Donc voilà, on a ça à voir. Comment on collecte les signatures, le temps, les moyens qu'on va donner aussi aux gens pour faire campagne, parce que nous, municipalité, on a les moyens, on a les réseaux sociaux, on peut imprimer plein de choses, on a notre journal municipal, mais ce n'est pas que notre avis à nous qui doit être défendu lors de la campagne du référendum. Donc il faut aussi qu'on pense à donner des moyens aux gens qui défendraient la thèse inverse de la nôtre, par exemple. Et puis après, on s'engage à mettre en place ce qui sera sorti des urnes auprès des citoyens. Voilà où on en est aux vacances à Fâche-Tuménil en un an, ce qu'on a réussi à mettre, j'en oublie certainement, mais au niveau démocratie. Merci. Je rends la parole à Raquel tout de suite pour passer au niveau national. Merci Patrick. Et ta présentation fait écho, et je commencerai là-dessus parce que je ne voudrais pas oublier de le mentionner, à une campagne qu'on a mise en place en Seine-Saint-Denis cette année, qui est un audit citoyen de l'abstention. Et nous sommes allés, la plupart, il y a eu plusieurs groupes d'action de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis qui ont participé à cette activité. On a conçu un sondage, en fait, avec le groupe Militer sans Tract, et qu'on a peaufiné, on a testé sur le terrain 1 fois, 2 fois, 3 fois. On est arrivé finalement avec un document finalisé au bout de 4 passages dans les porte-à-porte. Et donc l'idée, c'est de cibler spécifiquement les quartiers, les cités en fait, où l'abstention était massive, vraiment massive. Et donc on est allé faire du porte-à-porte dans ces quartiers en se présentant, en disant « Bonjour, nous avons constaté que dans ce quartier, l'abstention était à, mettons, 80% ou 70% lors des dernières élections. Et on est très intéressé de savoir pourquoi. Voilà. Est-ce que vous seriez d'accord pour répondre à un certain nombre de questions ?» Et c'est ça l'entame, c'est ça l'accroche. Donc il y a une sorte on cherche les abstentionnistes, quoi. C'est-à-dire pas « Ah, c'est mal ». Déjà, on vient pas vous engueuler, déjà. On vient... Et il y a des gens qui ont répondu et qui, évidemment, ont voté. Mais nous, on manifestait un a priori favorable ou un intérêt spécifique pour les personnes qui s'abstenaient. Et donc, le sondage est assez simple. En fait, on commence par recueillir des données de socio-professionnels, l'âge, etc., profession. On fait ça subtilement, hein, on ne fait pas genre comme les catégories INSEE, on ne dit pas chômage, etc. On demande qu'est-ce que vous faites et nous, après, on renseigne en fonction de ces catégories. Et on demande des éléments d'information sur le passif électoral. Donc, est-ce que vous avez voté aux dernières municipales? Est-ce que vous avez voté aux dernières présidentielles, européennes, etc., ainsi de suite? Est-ce que vous avez déjà voté blanc ou nul? Bon. Et ensuite, là, on s'apercevait, c'était intéressant, que les personnes qui votent, mettons, seulement à la présidentielle, ne se considèrent pas comme abstentionnistes. En fait, les personnes elles-mêmes ne se vivent pas comme étant exclues du système civique. Si elles vont voter à la présidentielle, elles disent ce sont des électeurs. Bon, le fait qu'elles votent sur aucune autre élection ne se fait pas auto-percevoir comme un abstentionniste. Ça, c'était quand même très intéressant. Parce qu'il y a vraiment, j'ai constaté qu'il y avait une sorte d'évidence au fait que certaines élections comptent pas, quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc aux personnes qui s'abstiennent souvent ou tout le temps ou qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales, on a demandé est-ce que dans les mesures suivantes, est-ce que chaque mesure serait à même de vous inciter à aller voter plus ou de voter tout court. Et donc, première mesure, la possibilité de révoquer les élus au cours de mandat. Donc ça veut dire que les gens sont élus, mais qu'en cours de mandat, on a le droit de décider, par des modalités de référendum, décider qu'ils ne sont plus élus. Et donc, un certain nombre de questions qu'on posait comme ça, 5 questions en tout, je crois. Et c'était quelque chose d'assez intéressant parce que ce sont des mesures qui, pour la plupart, enfin, on leur disait d'ailleurs, ce sont des mesures qui n'existent pas, qui ne sont pas aujourd'hui dans l'ordonnancement juridique français.
Et donc les gens se mettaient à réfléchir et à rêver du coup. Parce que quand on disait on va pouvoir révoquer les élus entre les élections, les gens ils disaient mais c'est possible ça? Ah mais c'est génial! Ah oui, non mais si c'est ça, moi je retourne voter. Et la possibilité de prendre en compte le vote blanc. La possibilité que s'il y a d'un quorum aux élections, c'est-à-dire que comme dans votre association ou dans votre réunion de copro, s'il n'y a pas assez de personnes, ça ne vaut pas. Ou on ne désigne pas tous les sièges, mettons. Voilà, tout un tas de mesures comme ça qui permettaient un vrai dialogue avec les individus, parce que ce n'était pas des discussions sur un programme dont ils avaient déjà entendu parler, par exemple sur des questions sociales, voire sur des questions environnementales. Ce n'étaient pas des sujets sur lesquels ils avaient déjà eu des promesses un jour. C'était en fait une discussion purement de création, en fait, de création de la démocratie que nous voulons, pour savoir si eux, ou enfin cette personne, ça la brancherait. Et on a recueilli ces données, on est en cours de compilation d'ailleurs, et je peux vous dire que c'est la mesure qui est ultra favorite, c'est le droit de révoquer les élus. C'est absolument, je crois que c'est 99% des personnes sont pour ça. Et ce qui était frappant, c'est que des personnes qui n'avaient aucune intention d'aller voter, qui voire nous claquaient la porte au nez, à la fin, quand on leur disait, parce que à la fin de ces questions, nous on dit puis on va vous présenter une mesure. Je ne sais pas si on leur disait, vous vous souvenez qu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon avait proposé qu'on passe à la 6e République, parce que nous considérons que nous sommes dans une monarchie présidentielle, et on disait d'ailleurs, on le voit bien avec Macron, avec la crise sanitaire, il décide tout seul. Et donc, voilà, dans le programme de la France Insoumise, et là c'est la première fois qu'on amenait la France Insoumise dans le dialogue. Et on disait, voilà, nous on propose une assemblée constituante de personnes chargées d'écrire une nouvelle constitution. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Déjà, cette constituante pour la 6e République. Voilà, déjà, c'était une question un peu plus recherchée. Mais ça donnait lieu souvent à des dialogues très intéressants, à un soutien. Et dernière question, on disait, si vous étiez tiré au sort pour l'Assemblée constituante, est-ce que vous iriez? Et là, on était parti loin, quoi, parce qu'en fait, on commence par vous vous abstenez aux élections et est-ce que vous iriez? La personne se posant la question à ce moment-là, si j'étais tirée au sort pour la constituante, est-ce que j'irais? Eh bien, tout le monde a dit oui. Tout le monde a dit oui. C'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Et cette campagne de sondage qu'on a faite a été très fructueuse. Les militants ont adoré le faire. Parce que ça génère des liens, des conversations avec les habitants. Alors à la fin, on disait, est-ce que vous voulez nous laisser vos coordonnées pour qu'on vous restitue le résultat? Et tout le monde laissait mail, téléphone portable, la totale. Vraiment, tout le monde, dans tous les comités qui ont fait ce sondage, se sont constitués en plus plein de contacts. On a gagné des militants. Il y a des gens qui sondaient, qui ont continué le sondage avec nous. Qui ont dit, ah mais c'est super ça, mais moi je vais le faire avec vous ce sondage. Non, c'était vraiment bien. Et que dans les quartiers, évidemment, dans des quartiers où, soi-disant, il n'y a plus personne qui fait rien, où tout le monde s'en fiche, etc. Vraiment, on était au dur, là où c'est difficile. Et en plus, on l'a fait dans une période préélectorale qui était encore plus contre-intuitif, parce que les autres partis ne s'intéressant que aux électeurs, pour des raisons de sociologie logique d'une campagne. C'est-à-dire, avant une campagne, on regarde qui va voter. Départemental, régional, c'est les centres-villes. Et donc, on parle qu'au centre-ville, y compris à gauche. Donc nous, on faisait figure un peu de rareté, quoi, de bizarrerie même, je dirais, parce qu'on se préoccupait des nôtres à un moment où tout le monde leur tournait le dos. Et cette préoccupation pour l'individu citoyen, je pense qu'elle est au cœur. Elle est au cœur de la façon dont nous percevons la politique et au cœur de ce que nous avons comme projet pays, comme projet pour la France. Parce que cette monarchie présidentielle, sous l'égide de laquelle nous vivons, en est à un tel point de rejet que je pense qu'elle n'a pas d'avenir pacifique. Je pense qu'il est exclu que le régime de la monarchie présidentielle survive pacifiquement.
elle peut survivre, mais pas pacifiquement. Ce sera à coup de matraque ou guerre civile et ainsi de suite. Ce sera quelque chose de très violent. Et on est déjà, bien sûr, je vois les visages, on en touche du doigt cette année, et depuis le gouvernement Macron, on touche du doigt cette tension extrême que génère la monarchie présidentielle elle-même, que ce soit Macron ou un autre, attention, hein, que ce soit Macron ou un autre. Bien sûr, Macron, c'est pire, etc. Il amène ça dans une logique ultime. Mais c'est le principe lui-même qui était totalement insupportable pour les habitants. Et évidemment, il y a un moment à chaque année, à chaque élection, où les commentateurs acceptent de bien vouloir réfléchir 2 secondes au défaut de ce système. C'est le moment des élections, quand ils voient l'abstention massive. Et là, ils se disent « Ah, ben, il y a quand même un problème, quand même. Hein. Ah oui, les Français n'ont pas confiance dans leurs élites. Hein. Ils n'ont pas confiance dans les médias, ils n'ont pas confiance dans les élus, ils n'ont pas confiance... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je ne sais pas. Hein. Et puis alors... le vote électronique, par exemple. Hein, c'est ça qu'on a eu pendant une semaine au lendemain des dernières élections régionales et départementales. Bon, c'est évidemment quelque chose qui est totalement à côté de la plaque. Parce que si on s'intéresse à l'individu citoyen, si on respecte sa dignité civique, si on le prend pour ce qu'il est, c'est-à-dire un détenteur d'une part de la souveraineté, on doit se poser la question de savoir pourquoi il s'abstient. Pourquoi il s'abstient et quelles sont les conséquences de cette abstention. La première des conséquences, c'est évidemment que, tout simplement, la souveraineté qui est au cœur de la logique républicaine depuis la Révolution française, la souveraineté populaire ne peut pas émaner, je ne sais pas quel est le bon terme, du peuple. La volonté générale ne peut pas s'exprimer. Parce que, contrairement à un discours qui est souvent véhiculé, qui percevrait le droit de vote comme un droit fondamentalement individuel, je pense que c'est important de souligner que le droit de vote est aussi un droit collectif. Et le droit de vote, d'ailleurs, ne peut exister réellement que s'il est exercé collectivement. Je l'avais dit déjà l'année dernière, mais je le répète cette année. Si vous allez voter chacun votre tour, à des jours différents, des horaires différents, pour des raisons différentes, votre vote ne vaut rien. On est d'accord ? Il y a une synchronicité qui est absolument nécessaire à l'exercice du vote, du scrutin lui-même. Ce qui prouve que c'est un droit qui est fondamentalement collectif, c'est-à-dire qui fait de nous un corps. Pas juste un amoncellement, une addition d'individus. Nous sommes un corps. D'ailleurs, le corps électoral, il y a bien un mot, le corps. C'est un corps. Bon, alors, si ce n'est pas le corps qui va à l'urne, mais qui manque un bras, qui manque la tête, qui manque le pied gauche, et ainsi de suite, sommes-nous dans un système démocratique ? Si c'est une sorte de zombie qui va à l'urne, sommes-nous dans un système conforme à l'idéal républicain ? Évidemment que non. Mais ce qui est fou, c'est la quantité de partis politiques qui considèrent que oui, que ce n'est pas un problème, que ce n'est pas un problème que le zombie décide. Parce que si c'est le zombie qui décide en monarchie présidentielle, ça ne fait que confirmer le pouvoir individuel du monarque présidentiel, au fond, qui, de toute façon, se fiche complètement de ce qui est voté, du message, du mandat qui est donné à travers le scrutin. Et ça, c'est une question, c'est un changement d'optique, je pense, qui est absolument au cœur de ce que nous faisons. Nous n'en laissons aucun de côté. Aucune et aucun de côté. La souveraineté, nous sommes tous souverains ensemble ou nous ne sommes pas souverains. C'est ça qui est important de comprendre. Alors, à partir du moment où nous postulons cette souveraineté commune, tous ensemble, que nous disons elle est urgente, elle est nécessaire, et de toute façon, si on n'y arrive pas, ça sera le chaos. Alors, il faut dire, comment on arrive pacifiquement à instaurer un nouveau système. Donc je disais, maintenir la Ve République pacifiquement, impossible. Passer à la Sixième République pacifiquement,
Oui, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Coupons tout de suite l'argument de ceux qui disent, depuis des années, j'entends ça, non, mais les changements de régime, c'est en cas de guerre, en cas de situation extrême. Ah bon? Bah non, en fait. D'abord, je pense que nous sommes dans une situation assez extrême, mais surtout, à partir du moment où il y a une force politique qui prévoit méthodiquement la modalité pacifique du passage à la 6e République, si c'est la volonté du peuple, pourquoi ça ne serait pas pacifiquement? Et là, je pense qu'il y a quelque chose dans la façon d'amener ce projet qui est important, parce que, évidemment, changer la Constitution, ça peut donner l'impression d'une sorte de saut dans le vide. C'est-à-dire, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et ça, même pour les personnes qui sont des démocrates, ça peut générer une forme d'angoisse. Mais la première des réponses à ça, c'est déjà de latéraliser la situation, en fait, le choix, l'alternative. L'alternative, c'est la paix ou la guerre, en fait. Et la 6e République, c'est la paix. Parce que c'est ça qui peut amener chacun d'entre nous à être satisfait d'un processus décisionnel, d'un processus de définition de l'intérêt général, avec lequel on peut être en désaccord, bien entendu. Et une constitution, c'est là pour organiser les désaccords. Mais dans la mesure où nous sommes d'accord avec la modalité de la prise de décision, ou en tout cas où on a concouru soi-même à la discussion et à la délibération pour savoir comment on décide, et bien à ce moment-là, on accepte. Et puis, bon, j'ai perdu les élections ce coup-ci, mais je continue de me battre, et les élections d'après, peut-être que je vais gagner. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres modalités d'intervention, et pas seulement les élections. Peut-être qu'en cours de mandat, je pourrais intervenir par telle ou telle façon, de telle ou telle façon. Ça, c'est la démocratie adulte et pacifiée. Alors, depuis maintenant plusieurs années, la France insoumise, ou on va dire ses ancêtres, a réfléchi à quelle serait la modalité pacifique de passage à la 6e République. La première chose, c'est de dire qu'on ne veut pas que ce soit écrit sur un coin de table par un petit groupe de sages, qui est la modalité qui a été utilisée pour rédiger précisément la Constitution d'octobre 1958. Puisque le général de Gaulle avait confié à Debré et à un tout petit cénacle la rédaction de ce document qui était dès le départ conçu pour, ils appelaient ça le parlementarisme rationalisé ou raisonné, je ne sais plus. Rationalisé, je crois. Enfin, en gros, ça voulait dire qu'il ne fallait pas que le Parlement ait trop de pouvoir. Et d'ailleurs, si ça a été possible d'arriver à une constitution aussi hostile au parlementarisme, c'est bien parce que le cadre dans lequel elle a été rédigée n'avait rien à voir avec le Parlement. Puisque dans les circonstances historiques antérieures, où c'est le Parlement, par exemple, qui a été constituant, évidemment, ça ne donne pas exactement le même résultat à la fin. Et donc, choisir qui discute, c'est évidemment un indice de ce qu'il y aura dans le texte à la fin. Et ça, c'est très important. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est pas non plus, comment dire, c'est pas sérieux de penser que les parlementaires de la Ve République vont pondre une constitution de la Sixième République. Parce qu'il y a quelque chose de la sociologie des organisations qui est basique. C'est que si vous êtes élu avec un système donné, vous êtes plutôt favorable à ce système-là. Donc, les personnes qui ont été parlementaires, qui le sont aujourd'hui dans le cadre de la Ve République, c'est important que ce ne soit pas à eux qu'on confie la tâche de rédiger les nouvelles règles. Parce que par définition, ontologiquement, on va dire, sociologiquement, ils n'arriveront pas à comprendre l'intérêt de passer à autre chose. Donc qui ? Alors une assemblée constituante. Une assemblée constituante. Alors le problème, c'est que, j'en reviens au caractère pacifique de tout ça, c'est que la Constitution elle-même, elle ne prévoit pas. Elle ne prévoit pas, il n'y a pas l'article comment passer à la Sixième République ou comment se autodissoudre, par exemple. Voilà. Il y a dans la Constitution la notion de révision de la Constitution. Et c'est l'article 89 qui le prévoit. Et la révision de la Constitution,
elle est entre les mains des parlementaires eux-mêmes, en gros. Il y a aussi la possibilité, par un autre article, l'article 11 qui concerne les pouvoirs du président de la République, de faire un référendum sur des matières qui touchent à l'organisation des pouvoirs. Alors, cet article-là, initialement, n'était pas conçu pour réviser la Constitution. Mais le général de Gaulle s'en est servi pour passer au suffrage universel en 1962, dans une forme, en fait, déjà de violation, entre guillemets, du pouvoir de révision constitutionnelle des parlementaires. Alors, je vais faire ici la distinction entre deux formes de pouvoir constituant. Il y a le pouvoir constituant primaire, on va dire, primaire. C'est-à-dire la fondation, le temps zéro, qui a la compétence et le pouvoir pour dire ensemble, nous faisons constitution. Réponse, le peuple. Dans une république, réponse, le peuple. Mais cette affirmation que je viens de faire et qui est une évidence, qui est une lapalissade, enfin, je veux dire, qui est absolument évidente, n'est pas écrite dans la Constitution. La Constitution, elle parle du pouvoir constituant secondaire, c'est-à-dire le pouvoir qu'ont des représentants désignés, les représentants de la nation, pour réviser une constitution. Donc, en fait, ces parlementaires-là, en vérité, n'ont pas le pouvoir de partir de zéro pour une constitution. Le cadre qui est juridiquement légitime pour partir de zéro pour une constitution, c'est le peuple lui-même. Et donc, c'est ça une constituante. C'est ça une constituante. Et la façon qu'on a trouvée pour le faire légalement, donc, enfin pacifiquement, donc légalement, c'est de passer donc par l'article 11, comme le général de Gaulle, hein, puisqu'il a abusé de ses pouvoirs, et allons-y. On ne va pas non plus se gêner. Et notre idée, c'est de dire, élisons un président qui est favorable au passage à la 6e République, sur un programme clair et donc sur un mandat de passage à la 6e République et un mandat de convocation de la Constituante. Et la première mesure de ce président, c'est de convoquer un référendum qui pose la question à tous les Français. Je résume, convoquez-vous l'Assemblée constituante? La réponse, c'est oui. Et bien, si la réponse est oui, à ce moment-là, l'Assemblée constituante se réunit. Et voilà comment, de façon légale, constitutionnellement solide, nous pouvons passer à la 6e République. Alors évidemment, il y aura un tas d'argusties dans les expériences qui existent depuis 10 ans dans le monde entier d'Assemblée constituante. À chaque fois, il y a eu des instances politiques et juridictionnelles pour s'opposer au passage à des constituantes. Et évidemment, c'est le rôle des cours constitutionnelles. Puisque les cours constitutionnelles sont là pour faire vivre la Constitution en cours, par définition, une cour constitutionnelle ne veut pas qu'on passe à une autre constitution. Donc, la Cour constitutionnelle, elle va dire que notre référendum, article 11, il n'est pas constitutionnel. Et ils vont dire, c'est un coup d'État. Ils vont dire, c'est un coup d'État démocratique et juridique. Des trucs comme ça. Ils ont sorti des choses comme ça en Amérique du Sud. Mais non, parce qu'il ne s'agit pas d'une prise de pouvoir du président pour lui-même. Il s'agit tout simplement d'un truchement pour permettre justement que le peuple lui-même s'organise dans cette constituante. Alors, évidemment, au moment de voter là, ce référendum qui, dans le calendrier, est prévu pour le 14 juillet 2022, toutes les indications sont données dans ce cahier-là, le premier cahier numéro 1, donc le cahier de l'avenir en commun, démocratie et liberté, évite la 6e République. Donc, on a un référendum le 14 juillet 2022. Évidemment, adossé aux questions, au bulletin, il y a les modalités. Les modalités ensuite d'élection des constituants. Parce qu'on ne peut pas ensuite, une fois qu'on a décidé qu'il y a une constituante, qui a l'autorité et la légitimité pour décider comment. Bon. Donc il faut que tout ça soit tranché au moment du référendum. Et donc la proposition que nous avons faite, parce qu'on a eu beaucoup de discussions sur la question du tirage au sort notamment, en disant, d'abord, et ça je le réaffirme, on a dit inéligibilité des parlementaires.
Et c'est peut-être pas sympa pour les camarades insoumis et les 17 ou voire plus, comme peut-être qu'on aura encore d'ici là insoumis, qui seront des très bons constituants. Mais on ne peut pas faire une règle spéciale pour les insoumis. Donc il y a une logique à cette règle et il faut l'appliquer strictement. Donc ça c'est fait. Inéligibilité de milliers de personnes qui sont les acteurs de la Ve République depuis un tas d'années. Et ensuite, du coup, tirage au sort ou pas. Et alors, dans cette discussion, on se disait, mais qui décide si c'est 0 tirage au sort ou 100% tirage au sort ou... En fait, quelle légitimité? Parce qu'il faut toujours se poser la question de la légitimité qu'on a soi-même à dicter des règles sur comment on décide. C'est quelque chose qui n'est pas simple. Parce que c'est une prise, c'est une captation de pouvoir, en fait. Quand on réduit les possibilités de décision de chacun, on capte une part du pouvoir et c'est pas bien, c'est pas conforme au programme lui-même, au projet lui-même. Donc on s'est dit, bon, en fait, on va pas exclure le principe de tirage au sort, mais ce seront les Français eux-mêmes qui décideront combien il y a de personnes, des constituants tirés au sort, par un bulletin qui s'appellera tirage au sort. Donc en fait, vous avez sur la table des bulletins, donc la liste menée par moi, pour passer à la 6e République avec suppression du président. Moi, c'est ma position. Hein. Si vous voulez maintenir un président, vous ne voterez pas pour moi. Ou je ne serai pas sur votre liste, enfin, comme vous verrez. Voilà, et ainsi de suite, quoi. Les monarchistes, ils vont dire... on est pour autant, ça fait depuis des décennies qu'on vit en monarchie présidentielle, autant y aller que franchement, quoi. Hein, retour de Louis, etc. Ça existe. Ça existe, ils ont une revue, c'est Valeurs actuelles, ils ont une mouvance. Le bonapartisme se porte très bien, idéologiquement dans ce pays. Berne, etc., les têtes couronnées. Il y a des gens, ils adorent ça. Donc il y aura la liste de, écoutez, de toute façon, votre monarchie présidentielle et votre république, au fond, depuis 1789, enfin 1792, on vous le dit que c'est de la merde. Et donc, revenons à l'ancien régime. Il y aura ça. Et ainsi de suite. Très bien, pas de problème. C'est le principe d'une constituante. Et le bulletin tirage au sort. Et le tirage au sort, ce bulletin, il va faire quelque part entre 0 et 100%. Et ce chiffre, ce sera le nombre de personnes tirées au sort. Voilà. C'est ça le mécanisme qui a été trouvé pour que ce soit les Français eux-mêmes qui décident. Évidemment, la parité, évidemment. Et puis, il faut aussi, voilà, il faut se creuser un peu les méninges. Actuellement, au Chili, il y a une assemblée constituante. Au moment où nous parlons, à cet instant, il y a une réunion de l'assemblée constituante au Chili. Au Chili, ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait des nations indigènes antérieures à l'indépendance du Chili qui devaient être représentées en tant que telles. Donc il y a des quotas Mapuche, quotas Aymara, etc. Il faut réfléchir parce que c'est important, la façon dont on va concevoir. Il y a un camarade de Corse qui est devant moi qui me disait, est-ce que c'est à ce moment-là que les Corses pourraient, par exemple, décider de quel rapport ils ont avec le continent, en définitive, et mettre ça dans le pot commun de la délibération constituante. Donc, ça veut dire se présenter à l'élection sur un programme. Les nationalistes, ils vont dire, nous, on est pour voilà, telle ou telle chose. Ben oui, c'est le moment, par exemple, de faire ça, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la façon dont on passe, dès le 14 juillet, par référendum, à la convocation. La réunion commence... Alors, cette élection dont je viens de parler, là, c'est novembre 2022. Et début des travaux, 1er janvier 2023, pour une période maximale de 2 ans. Période au-delà de laquelle, si on n'est pas arrivé à une décision, eh bien, enfin un projet, l'Assemblée est rendue caduque. Bon. Mais sur 2 ans, en 2 ans, on a quand même le temps d'y arriver, je pense. Et les travaux sont ensuite soumis par référendum au vote des Français. Voilà comment on passe à la 6e République. Et cette chose que je viens de vous décrire et qui est, comme vous le voyez, assez simple finalement, n'est pas une utopie. C'est quelque chose qui est déjà dans les cartons, c'est déjà quelque chose qui est déjà préparé et qui est absolument nécessaire et qui est la seule réponse rationnelle à la crise politique qui, quoi qu'il arrive,
quoi qu'il arrive, existera à la minute 1 de l'élection du prochain ou de président de la République en France. Exactement comme au lendemain de l'élection de Macron. Parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable de gouverner en se prétendant majoritaire lorsqu'on est minoritaire. Et on est au cœur du problème avec cette histoire de scrutin uninominal à 2 tours. Le scrutin uninominal à 2 tours est la pire des façons de décider qui décide. C'est la pire des façons. Parce qu'en fait, on se retrouve avec des personnes ointes dans un second tour, ointes d'une sorte d'apparence de majorité, alors qu'elles ne le sont pas. Et Macron a fait 18% des inscrits, Le Pen en a fait un peu moins, Fillon en a fait un peu moins, Jean-Luc Mélenchon en a fait un peu moins. Donc, quel qu'ait été le résultat en 2017, même si nous avions gagné en 2017, nous, avec un score analogue, 18% des inscrits, 24% des votants, on aurait eu de toute façon, en toute hypothèse, la difficulté qui est de vouloir gouverner sur un programme plutôt radical en plus, mais assis sur un socle électoral minoritaire. Et justement, c'est pour ça que la question de la constituante 2023, elle est si importante. Parce que la vraie différence qui existe dans la politique française entre tous ces candidats à être monarque à la place du monarque, c'est qu'il y en a un qui sait d'avance qu'il ne pourra pas garder ce pouvoir avec un socle si minoritaire et qu'immédiatement, il devra restituer le pouvoir au peuple. Le restituer immédiatement. C'est la condition de la stabilité. C'est la condition de la paix. 18%, c'était le score de Macron en termes d'inscrits la dernière fois. Je pense que la prochaine fois, on peut même descendre plus bas. Et je nous mets dedans. Hein. Je nous mets dedans. Hein. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Je nous mets dedans. Je pense que là, aujourd'hui, on va voir ce qu'il en sera à la fin, mais il y a une telle atomisation de tous les courants politiques qu'il est possible que la barrière pour passer au second tour soit encore plus bas que la dernière fois. Et effectivement, je ne sais pas si Marine Le Pen arrivera à être au second tour, mais on sait d'avance qu'une personne face à Marine Le Pen, elle a quand même beaucoup de chances d'être élue. Bon. Mais de toute façon, quelle que soit l'issue du résultat, la personne n'aura pas fait 50% au premier tour. Ce qui pose, évidemment, ce qui met à l'ordre du jour la question de quel mode de scrutin. Et je vous renvoie à la conférence qui a eu lieu jeudi, ici même, à laquelle malheureusement je devais participer, mais je n'ai pas pu pour des raisons professionnelles, mais où j'imagine vous avez entendu l'exposé de Paloma Moritz de l'association Mieux Voter, qui nous explique que le CNRS a beaucoup réfléchi à cette question et a produit une proposition de mode de scrutin qui permet aux citoyens de dire ce qu'ils veulent, de donner mandat. Donc, de donner une signification au vote. Parce que quand vous votez aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça veut dire votre vote. On ne sait pas. Il y a des chances que vous soyez en train de voter, pas pour ce que vous pensez, mais pour la personne dont vous pensez qu'elle est les mieux placée pour battre je sais quoi ou je sais pas qui. Enfin, on ne sait pas. Donc, évidemment, ça participe au fait que les gouvernants, après, font exactement ce qu'ils veulent avec nos voix. Puisque le mode de scrutin, de toute façon, il n'est pas très clair, sa signification. Avec le jugement majoritaire qui est proposé donc par cette association-là, en fait, vous prenez tous les candidats, comme dans un tableur Excel, vous avez donc en horizontal toutes les candidatures et en vertical des jugements. Donc, vachement bien, enfin, c'est pas vachement bien, mais très favorable, très bien, tout à fait apte, bien, voilà, jusqu'à rejeter. Et à ce moment-là, puisque chacun d'entre nous donne son avis sur tout le monde, à ce moment-là, d'abord, plus besoin de primaire, il n'y a pas d'histoire de devoir se mettre d'accord avant, etc. Ce qui est une autre des dimensions antidémocratiques de notre système, puisque à cause du mode de scrutin à 2 tours, uninominal à 2 tours, vous avez l'essentiel des directions des partis, notamment à gauche, qui consacrent leur énergie à essayer de s'adapter au mode de scrutin
Et donc, du coup, d'essayer, dans un contexte où la gauche est très faible politiquement, même additionnée, même tout ensemble, du coup, à essayer de se dire, mais comment on va choisir? Et du coup, il n'y en a pas un seul là-dedans qui se dit, mais tiens, est-ce que c'est vraiment démocratique qu'on décide ça entre nous? Mais pourquoi c'est pas les citoyens qui décident, en fait? Et il y a une distance avec le fait démocratique qui est pris à gauche dans les organisations politiques depuis un certain nombre d'années, notamment depuis la question européenne, parce que la construction européenne s'est faite à dos des peuples, même contre le peuple, et même on a théorisé qu'il fallait surtout pas que les peuples s'en mêlent, au fond, parce que quand ils s'en mêlaient, ils avaient tort, ils comprenaient pas. Et donc, il fallait les mettre devant le fait accompli. Donc, en fait, même à gauche, vous avez eu un développement d'une espèce de distance avec la démocratie, en tout cas avec le scrutin. Finalement, si c'est pas tout le monde qui décide, c'est pas grave. Et ben, ça vaut pour le choix des candidats. C'est pareil. Donc, il y en a qui se disent si on prenait toutes les directions de tous les partis de gauche et on se met d'accord et on choisit une candidature. Et c'est démocratique, ça? C'est pas démocratique, me semble-t-il. Ça donne l'impression qu'il y a une élite qui sait mieux que tout le monde. Et c'est pas vrai. L'élite ne sait pas mieux que tout le monde. Moins de gens ne savent pas mieux que tout le monde. Patrick Proisy a parlé d'intelligence collective et de comment les habitants de Fâche-Tuménil avaient exclu les 3 propositions qui avaient été présentées par Lille Métropole, par la métropole de Lille. Voilà, l'intelligence collective, ça s'appelle. Donc, avec le mode de scrutin majoritaire ou le jugement majoritaire, tout le monde s'exprime sur tout le monde et à la fin, on arrive à des curseurs où on s'aperçoit que la personne qui a le plus d'opinions favorables et la personne qui est désignée. Vous pouvez appliquer ça dans les scrutins uninominaux, mais ça n'écarte pas la nécessité de toute façon de se poser la question globalement de ne pas faire de scrutins uninominaux, c'est-à-dire de faire des scrutins de liste, etc., de plutôt s'adosser sur des collectifs plutôt que sur des individus, etc., qui est un autre type de problématique politique qui s'ajoute à celle du mode de scrutin. Donc, mode de scrutin, ça fait partie des choses qu'il faut absolument mettre à l'ordre du jour et sur lesquelles je pense qu'on peut attirer l'attention des personnes qui sont loin de la politique. Ici, on est tous des personnes engagées, des personnes qui vraiment aimons la politique et qui avons envie de nous investir, qui consacrons notre temps plutôt que de s'occuper de nos enfants, plutôt que d'être en vacances, plutôt même que de travailler, de gagner des sous, etc. On consacre ça à l'action militante. Ce n'est pas le cas de la majorité de notre corps, du corps dont je parle depuis tout à l'heure. D'accord ? Ce corps, je pense que vous le constatez dans vos discussions, est assez éloigné de tout ça. Bon, il y a un élément que moi j'ai pu constater dans mes conversations que j'ai avec les personnes qui sont éloignées de tout ça et que souvent je rencontre pour des raisons à cause de la télé, quoi, en fait. Les gens viennent me parler dans ce cadre-là. C'est que pour eux, il n'y a que 3 personnes, il n'y a que 3 personnalités politiques en France. C'est Macron, Le Pen et Mélenchon. Il n'y en a pas d'autres. C'est-à-dire là, aujourd'hui, depuis quelques jours, on dit Xavier Bertrand, Pécresse, Wauquiez qui n'est plus candidat, Ciotti qui est candidat, Retailleau qui... Ça n'existe pas pour des millions et des millions de Français. Ils ne savent pas qui sont ces gens. Peut-être Xavier Bertrand, il commence un peu maintenant à sortir. Mais encore, on est encore très loin du cadre le plus large de discussion. Dans le cadre très, très large de discussion, il y a 3 personnalités. Le choix politique en France, c'est 3, ça se résume à 3 noms. Macron, Le Pen, Mélenchon. Bon. Ça, on va dire, à la limite, c'est un point positif. C'est un point d'appui, en tout cas, pour nous, pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon, parce que ça donne une visibilité, un corps, un programme. Et donc, pour 2022, on construit là-dessus. Bon. Mais il ne faut pas que ça nous fasse oublier le fait que, pour la plupart et pour de grands nombres de Français, la politique, c'est quelque chose sur lequel il y a un défaut de confiance, il y a un défaut de crédibilité. Et ce n'est pas seulement les quartiers populaires, ce n'est pas seulement les catégories socio-professionnelles populaires. C'est vrai que l'abstention est particulièrement importante chez les personnes moins diplômées, les personnes qui ont des revenus le plus faibles. Ça, c'est acté sociologiquement et c'est d'ailleurs un problème politique majeur. Parce que justement, ceux qui ignorent l'abstention ignorent le peuple populaire. C'est marqué sociologiquement.
Donc c'est très grave. Mais vous avez pu le constater aussi lors des élections intermédiaires, qu'il y a aussi des classes moyennes qui s'abstiennent désormais. C'est un phénomène, l'abstention structurelle, qui touche aussi maintenant la classe moyenne. Enfin, ou ce qu'on appelle la classe moyenne. Pourquoi ? Parce que vous avez des personnes qui, historiquement, participaient au système électoral en pensant s'y retrouver. C'est le cas, par exemple, de la grande mouvance, on va dire, ce qui était l'UMP, la droite, etc. Ou, mettons, la social-démocratie, ils s'y retrouvaient, ils avaient des candidats au second tour. Bon, donc ils trouvaient que le système, il roulait à peu près. Et les personnes qui avaient l'habitude de ne pas être au second tour étaient plutôt aux marges. Mais maintenant, ceux-là qui étaient l'ancien centre, on va dire, ils sont plus au second tour automatiquement. Donc même eux, ils se disent mais attendez, c'est quoi ce truc-là où j'ai même pas de candidat au second tour ? Quand vous habitez le Nord-Pas-de-Calais, quand vous habitez PACA, et que vous avez 0 élu. Heureusement maintenant, grâce à la liste qui a été présentée au régional, après 10 ans d'absence d'élus régionaux à gauche dans la région Hauts-de-France, vous avez à nouveau des élus. Mais 10 ans, il n'y avait personne. Et c'est le cas en PACA. Personne. Comme s'il y avait en toute la région PACA, comme s'il n'y avait pas une seule personne à gauche. Donc, monsieur et madame tout le monde qui croient à peu près au système démocratique, etc., ils ne s'y retrouvent pas. Donc, il y a un besoin de parler à chaque personne qui est déçue du système électoral pour bien qu'elle comprenne ce qu'elle a à y retrouver si on s'y met au travail sur cette histoire de 6e République. Et ça ne veut pas forcément dire adhérer à tout le programme de la France insoumise, attention, hein. Notre constituante, ça marchera aussi s'il y a des personnes qui sont d'accord pour venir à la discussion, mais qui savent d'avance qu'à la discussion, ils ne diront pas la même chose que nous. Et ils ne diront pas la même chose que nous sur les questions démocratiques, mais peut-être qu'ils ne diront pas non plus la même chose que nous sur des questions environnementales, sur les questions de distribution des richesses, sur la question de définition de la propriété privée, sur la question du droit à mourir dans la dignité, sur la question du droit à l'avortement, et ainsi de suite. Mais c'est pas grave. En tout cas, moi, je pense que c'est pas grave. Moi, je pense qu'une des clés de la victoire réside dans le fait que nous ayons l'aptitude et la capacité de faire comprendre à tout le monde et à chacun qu'il a intérêt à ce que cette discussion s'ouvre. Parce que nous pouvons nous mettre d'accord au moins sur une chose, c'est que nous voulons être un peuple ensemble. Et même si on peut se détester et être en radical désaccord sur un tas d'aspects, on peut au moins se retrouver sur la revendication démocratique et souveraine minimale. Voilà. Donc, j'ai déjà été beaucoup trop longue. Je pense que, voilà, la campagne Mélenchon 2022, c'est la fenêtre à ne pas rater. Je le disais déjà en 2017. Et c'est pas passé loin. On a beaucoup avancé. Il y a un consensus dans la société sur l'échec de la monarchie présidentielle. Il y a absolument un consensus. Vous ne trouverez personne pour défendre la monarchie présidentielle, enfin aussi peu, pas en tout cas ouvertement. Vous avez ceux qui disent oui, c'est vrai que ça ne marche pas tellement bien, mais on peut le réviser dans le cadre des institutions de la 5e, on peut y arriver avec quelques mesures. Il y en a qui vont dire la monarchie présidentielle, ça ne marche pas, mais c'est parce qu'en fait, le monarque n'est pas assez dur. Donc en fait, il faut un monarque encore plus dur. Mais quand même, ils ne sont pas d'accord avec comment ça se passe actuellement. Et puis, vous avez des gens qui, comme nous, disent ça marche pas parce que c'est juste pas démocratique en fait. Il y a un problème, c'est que on a proclamé la souveraineté du peuple et le peuple n'est pas souverain parce qu'il n'y a pas l'endroit où on est souverain. Il n'y a pas la porte, il n'y a pas l'urne, il n'y a pas le moment où on décide. Bon. Tout ça, ça crée un contexte favorable, une hégémonie culturelle. Dans le sondage Harris Interactive qui a été présenté jeudi, la question a été posée aux individus sondés. Êtes-vous d'accord avec la convocation d'une assemblée constituante pour rédiger une nouvelle constitution pour la France ? 63% des sondés ont dit oui. Je pense que c'est une question majoritaire dans la société. Vraiment, je le pense. Et si nous pouvons
donner corps à cette majorité, donner corps à ce rendez-vous, en s'appuyant y compris sur, je vais le dire, c'est peut-être un peu cru, mais sur l'âge de notre candidat. Parce que qu'est-ce que j'ai pu entendre? Ah, là, il faut passer la main, etc. Patience, patience. Mais surtout, moi, je ne veux pas un nouveau monarque. Moi, Jean-Luc Mélenchon, ce que j'aime en lui, ce n'est pas son aptitude à être un monarque. Ce que je demande à Jean-Luc Mélenchon, c'est d'être le garant de mon exercice, de mon pouvoir constituant, de notre pouvoir constituant. C'est ça, la feuille de route. C'est ce qu'on lui demande. On vote Jean-Luc Mélenchon parce qu'il est le garant de notre exercice du pouvoir constituant. Voilà l'objectif et voilà la raison d'être de cette campagne, la raison, je le crois aussi, d'une possible victoire. Je vous remercie. Un, deux. Il nous reste une demi-heure, je vais prendre 2-3 questions et puis on répondra au fur et à mesure. Bonjour et merci pour l'exposé. Une petite question subsidiaire. Est-ce qu'il est prévu une sorte de constitution provisoire de transition pour la période qui va être du jour de l'élection jusqu'à l'arrivée des travaux de la constituante ? Alors moi, ma question elle est assez technique parce qu'en fait, ma question est assez technique parce qu'en fait, j'ai déjà testé sur les intentionnistes. J'ai déjà testé, en fait, ma question elle est simple parce que j'ai déjà testé sur les intentionnistes que le fait de jouer sur la 6e République en disant que tout le monde dit que tous les candidats qu'il va y avoir, c'est tous des pourris, c'est tous les mêmes, et en expliquant qu'en fait, c'est pas les candidats qui sont pourris, mais c'est la Constitution qui est pourrie. Et quand on parle qu'il faut changer totalement les institutions, passer en 6e République, et le seul candidat qui soutient, enfin qui défend la 6e République, je dis à la fin que c'est Mélenchon. Et là, il y a un point d'accroche à ce niveau-là. Ensuite, après, tu as posé qu'il y avait aussi un questionnaire que vous avez fait. Aussi, il y avait un questionnaire que vous avez... Comment ? Aussi, vous avez fait un questionnaire sur les quartiers populaires, parce que nous, sur Albi, on a des quartiers populaires, qui est le 5e le plus pauvre de France. Et est-ce que ça serait possible d'avoir la trame de ce questionnaire ? Voilà. On va répéter les questions. Je voulais savoir ce qui était prévu au cas où la France répond non au premier référendum. J'en reprends une et on fait les réponses juste après. Un homme, allez hop. J'avais une question pour toi, juste sur qui concerne ta ville. C'est quelle place a l'opposition dans ton conseil municipal? Quels moyens sont mis en place pour que l'opposition puisse s'exprimer? Voilà, juste nous on a une élue à Cahors qui est insoumise. On est dans l'opposition, bien sûr. C'est à peu près la même taille, 18 000 habitants, et on a 1700 signes pour s'exprimer tous les 3 mois à peu près, ce qui fait à peu près la moitié d'une page comme ça. Donc je voulais savoir la France insoumise quels moyens elle mettait à disposition. Ok, on va déjà répondre à ces 4 là, puis on refait un tour après. Tu notes? Moi je note rien. Ne vous inquiétez pas. Bonjour à tout le monde et merci aussi pour l'exposé. Ma question, c'est bien la constituante, mais comment on va pouvoir le mettre en place alors qu'on est dans un système capitaliste et qui va absolument tout faire pour nous empêcher et nous mettre des bâtons dans les roues? Voilà, c'est... Voilà. Est-ce qu'on peut envisager seulement une constituante alors qu'on est dans un système qui est absolument contre ça et qui a des moyens colossaux, financiers, matériels, etc., pour nous, médiatiques, pour nous empêcher?
La question, est-ce qu'il ne faudrait pas se débarrasser déjà de ce système pour pouvoir... voilà. Bonjour à tous. Une question extrêmement concrète. Avoir une chambre dont les élus seraient au jugement majoritaire, je trouverais ça démocratiquement top. La question que je me pose, c'est concrètement comment on fait. Parce que le scrutin uninominal à 2 tours est complètement dégueulasse, mais c'est très simple. Il y a une enveloppe, il y a un nom, on compte les noms, ça le fait. Et pourtant, je suis assesseur à chaque élection, on en a pour des heures à compter tous les trucs. Alors si sur chaque bulletin de vote, il y a tous les candidats avec un jugement, est-ce que je suis tout à fait pour lui, est-ce que je suis un peu pour lui, est-ce que je ne suis pas du tout pour lui, et qu'il y a un bulletin de vote aussi compliqué pour tous les candidats, je ne sais pas comment on peut le faire sans avoir recours à une numérisation du vote ou un scannage des bulletins de vote ou autre, ce qui poserait d'autres problèmes. Et du coup, démocratiquement, ça me semble top, mais la mise en œuvre concrète en bureau de vote me semble très compliquée. Et je me dis qu'un scrutin de liste peut être, pour le coup, extrêmement facile à mettre en œuvre par rapport à ça. Merci. Bon, moi je voulais remercier Raquel pour cet éclairage juridique. Et c'est justement là-dessus que va porter ma question. J'ai pas tout compris, alors peut-être que je suis un peu bouchée. De la différence entre le pouvoir constituant primaire et le pouvoir constituant secondaire. Je pense que c'est important parce que la plupart des gens, ils nous traitent d'extrême gauche et de gauche radicale parce qu'ils n'ont pas compris justement ce passage pacifique à la 6e République. Et j'aimerais bien, si c'est possible, d'éclairer ça rapidement, quoi. Je vais aller par là-bas un petit peu. Oui. Vous m'entendez là? Oui. Comment on pourra en même temps transformer déjà le système capitaliste économique avec notre programme qui est quand même très audacieux en si peu de temps et en même temps faire une constituante? C'est là où je trouve que je suis complètement pour la démocratie nouvelle, mais je ne vois pas en si peu de temps, en 3 ans, on aura déjà tellement à faire par rapport aux forces dominantes capitalistes qui vont tout faire pour empêcher que notre programme soit mis en application et en même temps lancer constituante avec des risques en effet de confusion. Je passe sur plein de choses. Voilà, c'est la question principale que je me pose. Voilà. J'en prends encore. Hop, madame. Merci. Oui. Je voudrais vous poser une question par rapport au projet constituant. Quand vous dites que dans un premier temps, les politiques vont se proposer pour faire des listes et ensuite proposer des projets de société, si c'est bien ça, ça veut dire que les citoyens qui seront ensuite tirés au sort pour former l'Assemblée constituante, c'est ça, vont discuter entre eux pour choisir quel sera le projet qui sera établi sur l'ensemble du territoire. Est-ce que c'est ça? Donc je me demande si c'est pas plutôt intéressant de s'appuyer sur des exercices pratiques que vous faites en laboratoire dans votre ville, qui me paraît plus logique et qui demande aux citoyens eux-mêmes de rediscuter les projets de société qui sont proposés par les politiques et en construire un unique avec plusieurs éléments pour en faire un projet qui soit soutenu par l'ensemble des citoyens. Ensuite, ça me paraît intéressant, mais très limité, de faire une assemblée constituante tirée au sort sur un projet de société qui doit être adopté par l'ensemble des citoyens. Il est possible dans le pays d'organiser des espaces de constituantes à l'échelle régionale ou dans les intercommunalités qui pourraient pousser les gens à se fédérer, à discuter de manière plus pragmatique. Parce qu'un restaurateur ou un pharmacien sera largement capable de parler de sa situation, de son métier, de ses besoins. Un jeune étudiant, pareil, il aura de quoi dire. Et je ne vois pas pourquoi une assemblée constituante tirée au sort pourrait décider pour l'ensemble des citoyens. C'est le nœud, à mon avis, qui doit être rediscuté. Et ce genre d'initiative dans les villes peut être très inspirante. Voilà. C'est bon? Bon. Est-ce qu'on m'entend là? Je vais essayer de répondre à la première série de questions.
la première question, c'est la dernière que je voudrais aborder. La marque de fabrique de la Ve République, du régime de monarchie présidentielle, c'est l'impunité. C'est l'irresponsabilité totale au plan démocratique et juridique, politique du terme, de la personne qui concentre le plus de pouvoir. Et en cela, c'est un régime qui est exceptionnel, même dans le monde on va dire, dits démocratiques. Les autres pays n'ont pas une figure qui concentre autant de pouvoir politique, autant de pouvoir de nomination, autant de pouvoir de dissolution, autant de pouvoir de décision, sans contrepartie. Par exemple, au Royaume-Uni, le Premier ministre, c'est le chef du groupe majoritaire à l'Assemblée, au Parlement, et il peut être enlevé par cette même majorité, par des voix internes au Parlement. Il est responsable, ce qu'on appelle être responsable devant le Parlement. Le président de la République en France n'est pas responsable. Et c'est là que réside l'essentiel de la faille démocratique française. C'est que c'est un régime impunitaire, et cette culture de l'impunité, en plus, rejaillit en cascade sur l'ensemble de la classe politique. Et vous avez la même chose, vous avez une espèce de fait présidentiel au niveau des communes avec les maires, au niveau des régions avec le président de région, au niveau du département avec le président du conseil départemental. Tous, autant qu'ils sont, se comportent en permanence comme des petits monarques. Des petits monarques de leur petit coin ou de leur grand coin. Parce que c'est la culture qui est donnée par le haut, la culture de l'impunité. C'est la raison pour laquelle je pense que dans la phase que nous sommes actuellement, qui est celle d'essayer qui est la réponse à ce régime impunitaire, il me semble qu'il y a une requête à laquelle il faudra répondre, c'est l'aspiration à la responsabilité des élus, justement. Et donc, sans aller forcément jusqu'au mandat impératif ou le mandat dit impératif tel qu'il a pu exister à la Révolution française et qui est désormais interdit constitutionnellement en France. Pourquoi je suis personnellement pas favorable au mandat impératif? C'est parce que je crois à la délibération. Je crois à la délibération. Je pense vraiment que là, tout de suite, si nous nous mettons à parler d'un sujet, je suis susceptible de changer d'avis avec vos arguments et je peux vous faire changer d'avis avec mes arguments. Mais si chacun de nous en arrive à la discussion en ayant un mandat impératif, pourquoi on fait une réunion en fait, à part pour se compter? Puisqu'on ne peut pas se convaincre, puisqu'il ne peut pas jaillir de la discussion et de la délibération quelque chose qui serait la volonté. Donc, c'est la raison pour laquelle, sans aller jusqu'au mandat impératif, il est néanmoins absolument nécessaire d'inclure des modalités de responsabilité des politiques. Et la responsabilité, c'est vis-à-vis de quoi? C'est vis-à-vis d'un programme sur la base desquels on a été désigné. C'est là que réside la clé, le fondement de la responsabilité. Aujourd'hui, donc, la monarchie présidentielle fabrique des individus qui se présentent aux élections en racontant n'importe quoi et qui font exactement le contraire le lendemain de l'élection. Parce qu'ils savent que c'est complètement indifférent ce qu'ils racontent, en fait. Ça n'a pas de conséquences pratiques. Alors, nous, on veut un système, à l'inverse, où la discussion programmatique, donc celle qui précède l'élection, est un moment très important, très décisif. Et la façon de discuter des programmes, c'est décisif. Parce que dans le système tel que nous le concevons, où notamment les élus donc, sont révocables en cours de mandat, on sait que le programme, il y a des grandes chances qu'il soit appliqué. Vu que la personne chargée de l'appliquer, ou le groupe chargé de l'appliquer, est révocable. Donc il ne veut pas être révoqué. Donc il va appliquer son programme. Ça veut dire que si moi, je me dis « Ah, mais là, ils sont en train de mettre en place un programme qui ne me va pas », je vais aller à la réunion où on discute du programme. Ou à l'inverse, si j'ai envie d'apporter, moi, de demander quelque chose, d'inclure quelque chose dans le programme, je vais y aller. Donc en fait, la révocabilité, elle fabrique, on voit bien l'aspect punitif de la révocation, de la révocabilité. Mais surtout, ce que ça fabrique, c'est quelque chose en amont de très positif, de très participationnel, on va dire. Ça invite chacun à participer. C'est la raison pour laquelle, pour la constituante, moi, personnellement, je pense que c'est important de candidater à l'Assemblée constituante sur la base d'un programme constituant. Moi, je ne conçois pas d'être tiré au sort, par exemple. Parce que le tirage au sort, il a plein d'avantages. Il est dégagiste. Le tirage au sort est dégagiste. Vous dégagez une classe politique comme ça avec le tirage au sort.
bien que, paraît-il, que Cohn-Bendit a été tiré au sort à la Convention sur l'écologie. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'est quand même assez dégagiste. Deuxièmement, sociologiquement, même si évidemment il y a statistiquement une chance que ce soit que des gens du CAC 40 qui soient élus, parce que c'est comme au loto, enfin je veux dire, vous avez toutes les chances toutes égales, mais quand même, on peut penser que sociologiquement, il y aura plus d'ouvriers, plus de chômeurs, etc. Bon, ça, c'est les avantages du tirage au sort. Mais le grand inconvénient du tirage au sort, c'est qu'on ne répond pas à la crise impunitaire. Puisque la personne n'a pas été élue sur un programme et a été désignée par un ordinateur, elle rend compte à qui? Elle rend compte sur quoi? Elle n'a pas à rendre compte, puisqu'elle n'a pas été désignée sur un programme. C'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, je militerai pour que les gens votent pour un programme et pas juste laisser l'ordinateur décider qui va constituer, qui va s'organiser, enfin, qui va siéger à l'Assemblée constituante. Mais nous avons quand même voulu inclure cette modalité parce que c'est une revendication et parce que c'est vrai qu'il y a des avantages. Bon, donc j'imagine qu'il y aura une portion, je ne sais pas laquelle. Ça dépend aussi de la façon dont nous avons mené campagne, dont la victoire a été organisée, dont le référendum, qui est un grand moment de délibération. Pour le oui, quelqu'un disait, et si c'est non? Bah, si c'est non, on arrête. Qu'est-ce que vous voulez? Mais moi, j'y crois pas. Vous prenez tous les exemples de pays où l'Assemblée constituante a été mise en œuvre, c'est sur la base d'une victoire électorale antérieure et sur le mandat de la constituante. Donc les gens vous ont élu pour ça, c'est pas pour changer d'avis 15 jours après, quoi. Bon. Donc ça, j'y crois guère à l'option non. Mais le référendum du 14 juillet, déjà, ça donne lieu à une discussion, à une campagne dans le pays. Et oui, c'est vrai qu'on n'a pas les moyens médiatiques, on n'a pas tout ça, on n'a pas il y a une oligarchie médiatique, il y a 9 personnes qui possèdent tous les médias. Bien sûr. Mais là, il y a deux options, oui, non. Bon, là, en 2005, on n'avait pas non plus les moyens médiatiques, hein, et on l'a gagné, le référendum de 2005. Donc, il ne faut pas exclure le fait que, même avec tout l'argent qu'ils déverseront contre nous, eh ben, que la volonté se fasse quand même, la volonté du peuple se fasse quand même. En tout cas, on n'a pas d'autre façon, parce que sinon, on revient au point de départ de mon exposé, qui était sur la question de la violence. Bon, j'ai exclu cette option-là. Donc, je présente l'option pacifique. Donc, grande délibération au moment du référendum, et grande délibération, donc programmatique, en vue des élections de novembre. Et en novembre, du coup, il y a quoi? Effectivement, chaque liste qui présente son programme constituant qui va exploser les partis traditionnels. Parce que vous avez aujourd'hui, dans chaque parti existant de la Ve République, des gens qui sont organisés pour prendre le pouvoir dans la Ve République, mais qui ne sont pas du tout d'accord sur la façon dont il faut envisager la Constitution. Donc, le panorama politique va être totalement bouleversé. Vous aurez des gens, ici, chez nous, vous aurez des gens qui sont, je ne sais pas moi, césaristes, qui en fait, ils adorent Mélenchon, ils voudraient qu'il soit dictateur. Bon, bah, ils seront pas, moi, je ne serai pas avec eux sur une liste à la Constituante. Ça existe, ça peut exister. Bon, et ainsi de suite. Il y en a qui seront pour maintenir le président, il y en a qui, comme moi, diront non. Non, ça ne marchera pas, parce que depuis qu'il est élu au suffrage universel 1962, les gens se sont habitués à cette élection au suffrage universel. C'est la seule élection à laquelle les Français concourent. C'est la seule parcelle de pouvoir dont ils pensent être dépositaires. Si tu leur dis, tu vas gagner plus de pouvoir parce que maintenant, tu n'élis plus le président. Parce que c'est ça la thèse de ceux qui disent qu'il faut maintenir un président. C'est qu'en fait, il n'est plus élu par le suffrage universel ou alors il inaugure des chrysanthèmes. Mais en quoi ça apparaît comme une prise de pouvoir supplémentaire pour un citoyen qui est habitué à n'exercer son pouvoir qu'à ce moment-là et par cette voie? Donc, moi, je l'ai écrit dès 2015. Je pense, comme disait Saint-Just à propos de Louis XVI, le président de la République, cet homme doit régner ou mourir. C'est-à-dire, peut-être que la 7e République, il pourrait y avoir un président. Mais en 6e République, personnellement, je n'y crois pas. Mais cette question ne fait pas partie du programme de la France Insoumise aujourd'hui. Donc, de toute façon, ce sont des choses sur lesquelles il faudra qu'on avance et qu'on affine. Pourquoi tout n'est pas prévu? C'est une question importante aussi. Parce que précisément, contrairement à certaines figures qui ont pu pré-rédiger une 6e République d'avance, ben nous, on dit, mais non, justement, c'est contraire à la logique même de l'effort qu'on est en train de faire, qui est la dévolution du pouvoir constituant. Donc, pour répondre à la question sur le tirage au sort, c'est pas des gens tirés au sort qui vont décider pour tout le monde. C'est une grande délibération qui commence aujourd'hui, qui termine en novembre 2023 et qui doit donc macérer dans la société française et aboutir à un texte qui lui-même, dans lequel
concourront des personnes tirées au sort. Les personnes tirées au sort, elles valeront, leur voix, ça sera une voix dans l'Assemblée constituante, comme les autres. Mais pas plus, pas moins. Et à la fin, référendum pour ou contre le texte donc de la délibération, vous en aurez longtemps. Alors, est-ce que pendant ce temps-là, ceux qui gouvernent en monarchie présidentielle, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon et les camarades ministres, est-ce qu'ils exercent leurs prérogatives dans un cadre institutionnel différent? Ben non. D'abord parce qu'il n'y a aucune légitimité à changer la Constitution, même de façon provisoire et transitoire, puisque j'en reviens à mon exposé initial. Il faut toujours se poser la question de qui a la légitimité pour constituer. Bon, donc vous ne pouvez pas changer la Constitution comme ça. Et en plus, là, c'est pour répondre un peu aux camarades qui disent il y a le système capitaliste. Bah oui, et je pense que les personnes qui seront ministres d'un gouvernement Mélenchon ne se priveront pas des moyens quasi coercitifs que donne la monarchie présidentielle pour mettre en œuvre des programmes d'urgence en matière de redistribution des richesses et de sauvegarde de l'écosystème. Bien sûr. Enfin, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Je ne sais pas vous, il y a des choses qui doivent être faites de façon urgente, notamment sur les questions environnementales. Absolument urgente. L'un ne s'oppose pas à l'autre. C'est pour ça que l'Assemblée constituante est une assemblée ad hoc. On aurait pu décider que c'est le Parlement qui se transforme en constituant. Ça a eu existé. À la Révolution française et à un des moments, l'Assemblée était législative le matin et constituante l'après-midi. On aurait pu faire comme ça. Mais bien séparer les choses, ça a l'intérêt d'avoir sa légitimité propre du mouvement constituant. Et puis pendant ce temps-là, la fin de la monarchie présidentielle préside pour prendre les mesures, toutes les mesures qui peuvent être prises et qui doivent absolument être prises pour vivre mieux et pour sauver l'espèce humaine, quoi, hein, en gros. Et ensuite, la Constitution pérennise tout ça par une fabrique d'un consentement. Parce que, comme ça a été dit par vous, évidemment qu'on n'utilise pas impunément les traits autoritaires de la monarchie présidentielle. Ça se paye par un affrontement, ça se paye par une tension dans la société. Il n'y aura peut-être pas des manifs de riches, parce qu'ils n'ont pas besoin de manifester, les riches. Ils ont d'autres moyens de manifester, mais ils se manifesteront. Donc, mais sauf qu'on ne peut pas vivre éternellement dans cette tension-là. Donc, on peut supporter cette tension 2 ans, et progressivement, en plus, s'appuyer sur l'avancée des travaux de la Constituante pour acter un certain nombre d'hégémonies culturelles dans la société française. C'est-à-dire que quand la Constituante, déjà, par exemple, a mis en place, a décidé qu'il ne peut plus y avoir d'usage abusif du droit de propriété, que le droit de propriété n'est pas un pouvoir absolument absolu, il ne peut pas y avoir d'utilisation despotique du droit de propriété. Le droit de propriété, c'est très important à défendre, mais c'est un moyen d'organiser les biens, leur partage, leurs échanges, leur continuité, etc. Ça ne doit pas permettre à quelqu'un, par exemple, d'être propriétaire de 10 appartements et de les laisser vides pendant 20 ans. Ça, c'est pas le droit. Ça, c'est un usage absolutiste du droit de la propriété. Ça, par exemple, si l'Assemblée constituante décide qu'on va repréciser la portée de la droit de propriété dans notre nouvelle constitution et qu'il y a une majorité qui se dessine, mais c'est un fait politique. C'est un fait politique qui, bien qu'il n'ait pas encore été validé par le référendum final, est déjà un fait politique qui pèse sur la façon dont s'exerce pendant ce temps-là le pouvoir exécutif dans la fin de la monarchie présidentielle. Vous voyez ? Donc tout ça après, c'est de la politique. Il faut avancer avec les hégémonies. L'hégémonie, là, je disais tout à l'heure, on a ce chiffre, 63%, qui est le sondage Harris Interactive, mais dans le même sondage Harris Interactive, vous avez tout un tas d'autres mesures dont on voit qu'elles sont largement majoritaires dans la société française, et c'est ça qu'il faut aller consolidant pour la victoire à la présidentielle, et ensuite pour la définition de nos grands principes, de nos grandes libertés. Je termine en rappelant juste la différence entre pouvoir constituant primaire et pouvoir constituant secondaire. Je répète, qui est légitime, qui est le souverain, qui a le droit de dire
nous allons ensemble faire une constitution pour nous définir en tant que peuple. La réponse, le peuple. D'accord? Donc, personne ne peut personne ne peut s'arroger le pouvoir constituant. Donc ça, c'est le pouvoir constituant primaire. Je prends une feuille blanche, j'écris une constitution, nous le peuple. Ça, c'est le pouvoir constituant primaire. Dans la constitution, il est prévu des articles pour réviser la constitution. Donc, les parlementaires, ils ont bien une forme de pouvoir constituant, puisqu'ils ont le droit de réviser la constitution. Ils l'ont fait déjà 24 fois depuis la naissance de cette constitution. Ils l'ont fait 22 fois directement par un vote au Congrès, parce qu'il faut les 3/5 du Congrès. Ce qu'on appelle le Congrès, c'est la réunion et de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est 1000 personnes. Ils ont le droit, s'ils sont 600 à être d'accord, ils ont le droit de réviser la Constitution. Ils l'ont fait 22 fois. Ça, c'est ce qu'on appelle en droit le pouvoir constituant secondaire. Parce qu'en fait, c'est un pouvoir constituant qui tire du fait d'être élu représentant. Ils présentent à nouveau représentants. Ils sont représentants et donc ils exercent le pouvoir constituant secondaire. Mais ils n'ont pas le droit, eux, de prendre la feuille blanche et d'écrire à zéro. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir constituant primaire. Vous voyez, c'est un peu technique ce que je dis là, mais je le dis parce que on vous dira que notre méthode, au début, on vous dira que c'est utopique. On vous dira, mais non, mais les Français adorent le monarque. Mais en France, les gens adorent la monarchie présidentielle. Mais c'est vraiment le pur mytho de la politique française. Depuis que je milite, j'entends ça. J'entends ça, des gens qui me disent « Ah, mais les Français sont très attachés à la figure du monarque, en fait. Ils adorent ça. Ils adorent ça. » Ben non, en fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça fait juste 228 ans que dans ce pays, enfin 223 depuis la mort de Louis XVI, ça fait 223 ans qu'il n'y a plus de monarque. Enfin, pour la première fois, en tout cas, il y a 223 ans, il n'y avait plus de monarque. Et ça fait 223 ans qu'il y a une partie des Français qui s'opposent à ça et qui veulent rétablir une forme de régime monarchique. Et cette contre-révolution française, elle a pris un tas de figures, de visages. Le bonapartisme, la restauration, etc. Sous Vichy, aujourd'hui, vous avez un nouveau bonapartisme. Zemmour, c'est un nouveau bonapartisme. C'est la même chose, tout ça. C'est ce vieux courant contre-révolutionnaire qui n'accepte pas l'idée que le souverain, c'est nous. Que le souverain, c'est le peuple. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Bon. Et eux, ils essayent eux-mêmes de créer des hégémonies grâce aux outils qu'ils ont, et notamment médiatiques, et ils font croire qu'en fait, en gros, les Français subissent, depuis la mort de Louis XVI, subissent quasiment de façon éplorée le fait de ne plus avoir de roi. C'est ce que disait Macron. Macron a dit ça dans une interview à Le 1. Il a dit que les Français regrettaient la figure du roi, que la mort du roi avait créé un vide qu'il fallait combler. Voilà. Mais c'est faux, en fait, c'est faux. C'est absolument faux. Et notamment, le 63%, ce chiffre, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Parce que 63%, c'est beaucoup de monde. Et 63% de gens qui sont d'accord pour dire qu'on va faire une nouvelle constitution par une assemblée constituante, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà. J'ai perdu le fil de ma pensée. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Je passe la parole à Patrick. Qui va nous répondre sur les droits de l'opposition à Fâche-Tuménil. Merci, Raquel. Même les droits de l'opposition en général, hein, finalement, puisque si vous êtes comme nous et que vous avez suivi les débats sur le pass... Qu'est-ce qu'il y a ? Plus fort ? Je ne parle pas aussi fort que Raquel, peut-être. Ah. Merci. Si vous avez suivi les débats à l'Assemblée nationale sur le pass sanitaire, vous avez vu comment la majorité et la Macronie a traité l'opposition lors de ces débats à 4-5 heures du matin avec des prises de parole d'1 minute sur quelque chose d'aussi léger quand même que le pass sanitaire. C'est vrai que moi je suis dans l'opposition à la métropole européenne de Lille. Et je suis en majorité à la mairie de Fâche-Tuménil. Donc j'ai un petit peu, si vous voulez, les deux casquettes. Et ça nous a amené à réfléchir quand même sur les droits de l'opposition et se dire qu'ils ont leur utilité, quoi. Bon, alors moi, je suis un peu embêté parce que depuis 1 an, ils n'ont pas déposé un seul amendement, ils ne nous ont pas proposé une seule délibération et globalement, ils ne nous ont pas proposé grand-chose.
Donc je suis un petit peu embêté pour vous répondre, mais on leur a donné des droits supplémentaires, notamment dans le nouveau règlement intérieur au conseil municipal. Bon, on leur a dit, vous pouvez convoquer des commissions, par exemple, c'est tout à fait nouveau. Et puis on va, par exemple, quand on a constitué les conseils de citoyens dont je vous parlais, eh ben, on a dit, pour la partie volontaire, venez avec nous. Et on va regarder les gens qui ont déposé des dossiers et vous allez les choisir avec nous. Et donc, dans nos conseils de citoyens, il y a des gens qui étaient sur la liste mais qui n'ont pas été élus de notre adversaire, de notre opposant. Voilà, il faut essayer. Alors, eux ne l'avaient jamais fait, hein, évidemment, sur les précédentes mandatures. Il n'y avait pas de tirage au sort et les candidatures étaient juste étudiées par eux. Autant vous dire que moi, je n'ai jamais été dans un conseil de citoyens ou un conseil de quartier avant, puisque, évidemment, ma photo était tout de suite... mise à la poubelle. Mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué, mais il ne faut pas faire sans l'opposition parce que honnêtement, ils vont être en capacité à un moment de nous proposer des choses. Et puis, ils ont recueilli aussi des voix. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui sont d'accord avec eux. Nous, on passe à 53%. Ça veut dire qu'il y a quand même 47% des gens qui ont voté pour eux. Et donc, peut-être que l'ensemble de leur programme n'est pas à mettre à la poubelle. Il faut toujours regarder ça et puis les écouter. Donc, c'est vrai que je te rejoins. Hein. Quand on est maire, quand on est président d'agglo, quand on est président de département ou présidente évidemment de région, on m'entend pas. Oh bah excusez-nous, c'est vrai qu'en plus avec le vent et en extérieur, on n'est pas béni par les conditions climatiques. Mais c'est vrai que théoriquement, les chefs de l'exécutif, qu'ils soient au niveau d'une mairie ou au niveau d'un département, d'une région ou d'une agglo, c'est des petits seigneurs. Hein. Franchement, tu es en haut de la pyramide et si tu as envie d'écouter personne et d'en faire qu'à ton avis, mais tu peux le faire. Hein. C'est pas un problème. Nous, c'est d'ailleurs justement tout l'intérêt qu'il y aura à réformer tout ce système, parce que c'est ça qui nourrit la défiance dont tu parles, la défiance des citoyens. Figurez-vous que quand je fais campagne en 2019-2020, je discute avec des gens qui me disent ouais, tout ça c'est très bien, mais de toute façon, toi, tu es un politique et on sait ce que vous faites. Une fois que vous serez élu, vous n'allez pas faire ce que vous allez dire et vous n'allez plus venir nous voir. Alors ça m'a fait mal parce que je ne m'étais jamais présenté à aucune élection de ma vie, moi, avant les municipales 2020. Mais le fait de me présenter à une élection, j'étais tout de suite dans la catégorie le politique qui ne va pas tenir ses promesses et qui, une fois qu'il sera élu, de toute façon, on ne le verra plus, on ne sait plus qui c'est et il fera ce qu'il veut. Mais en même temps, on ne peut pas leur en vouloir, les gens, de penser ça. Parce que quand tu vois Hollande, mon ennemi, c'est la finance. Que tu vois après El Khomri Valls, bon, oui, tu ne peux pas leur en vouloir. Donc, en effet, redéfinir notre cadre commun qui est la Constitution et qui est quand même ce qui décide de comment on vit dans la société, c'est une urgence et de toute façon, comme tu le dis, on sera obligé de toute façon d'y venir. C'est une obligation. Ça répond à la question ou pas? Ouais, sur l'opposition. Il y a d'autres questions ou... Sur le jugement majoritaire, trop compliqué à mettre en place dans les bureaux de vote. Alors oui, c'est vrai que je crois que c'est Joël Naba qui posait la question sur le jugement majoritaire. C'est une vraie machine d'organiser les élections. On commence le jeudi ou le vendredi avec les agents et eux terminent bien tard. C'est vrai une grosse logistique que d'appliquer la démocratie. Et c'est vrai que le temps de dépouiller, etc., ça prend énormément de temps. Pour pouvoir en effet collecter toutes les informations du jugement majoritaire, nous on le fait dans notre majorité pour faire notre PPI, notre plan pluriannuel d'investissement, quel bâtiment on va faire en premier. Nous on a fonctionné comme ça dans notre majorité. Et c'est vrai que on est passé par des outils informatiques. Pour le coup, je rejoins assez monsieur, je ne sais pas comment on pourrait faire différemment pour que ça soit quelque chose de fluide et qu'on puisse avoir les résultats pas 2 jours après, mais à 20h ou 21h. Maintenant, ça pose la question d'avoir confiance dans les logiciels et dans les outils numériques qui seront mis en place. Il faudrait voir avec le livret numérique de la France Insoumise. Ils ont certainement des tas de bonnes idées là-dessus, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. C'est un gros sujet parce qu'on n'a pas confiance, pour le coup, avec les outils numériques. Et c'est normal parce qu'on ne sait pas par qui ils sont développés. Et on ne sait pas qui pourrait aller pirater là-dedans, j'ai envie de dire, pour changer un éventuel résultat. Tu as quelque chose à rajouter à ce sujet ? C'est une question d'intendance et l'intendance suivra. Voilà. Je pense que l'important, c'est la vision politique que l'on a. Et comme je l'ai dit, de toute façon, et en effet,
il faut quand même faire la part des choses entre les scrutins de liste et les scrutins uninominaux, parce que l'uninominalité a des avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Donc, de toute façon, il faut, en fait, chaque mode de scrutin est fonctionnel à quelque chose, fonctionnel à un lieu, à un type de décision, etc. Le tirage au sort, il peut être généralisé au plan local, par exemple, pour certains types de décisions. On n'a pas parlé aujourd'hui du vote obligatoire, parce que de toute façon, je sens qu'avec le pass obligatoire, c'est vraiment pas le bon moment de parler de vote obligatoire, quoi. L'obligatoriété est passée de mode, là. On n'est pas très à la mode en ce moment. Elle donne de l'urticaire, à défaut de donner le Covid. Mais cela dit, on parlait tout à l'heure de rapidité de mise en œuvre du programme, des bouleversements, des changements nécessaires, et puis la difficulté de faire tout ça dans un contexte hostile, dans un système capitaliste, avec des médias hostiles, avec de toute façon, nous, on ne peut pas faire tout ça sans la participation des classes, des catégories socio-professionnelles qui sont principalement victimes du système capitaliste. Et c'est ça le grand génie, en fait, du système actuel, c'est qu'il écarte du pouvoir les personnes qui ont intérêt à le changer. Et moi, je ne suis pas d'avis qu'on attende le fait d'avoir réinvesti dans l'éducation nationale pour s'assurer que d'ici 10 ans, ce qui sera enseigné, ce sera encore de plus grande qualité pour tout le monde, d'avoir modifié les modalités d'actionnariat dans les médias pour modifier aussi les contenus. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps de faire tout ça. Et évidemment, tout ça, il faut l'enclencher. Mais j'ai pas envie d'attendre que tout ça soit, qu'on ait pris le pouvoir, qu'on ait fait tout ça pour un jour décider que ça y est, les Français sont assez matures et intelligents, on va dire, pour faire une constituante, quoi, et pour prendre des décisions. Donc le vote obligatoire, oui, c'est quelque chose auquel, moi, j'y souscris. Je pense que si on est, comme je disais tout à l'heure, si on n'est pas d'accord avec le fait que ce soit un zombie qui décide et qu'on veut que ce soit tout le corps, il faut s'en donner les moyens. Et le moyen, c'est le vote obligatoire. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait, par exemple, des amendes pécuniaires. Les amendes pécuniaires, c'est pas bon parce que ça donne une sorte de valeur. C'est une monétisation du vote qui philosophiquement n'est pas très satisfaisante. En plus, les amendes n'ont pas la même incidence sur chaque foyer en fonction de leurs revenus. Mais on pourrait réfléchir, par exemple, à des modalités plus incitatives, comme le fait que si vous ne venez pas voter, la fois d'après, vous serez scrutateur, obligé. On peut aussi décider qu'on instaure la règle et que pour l'instant, il n'y a pas de sanction. Et qu'on verra bien au bout d'un certain nombre d'années s'il y a besoin d'une sanction ou pas. Parce que vous savez, on peut aussi avoir des règles dans la société sans avoir un flic derrière à chaque fois pour l'appliquer. On peut aussi décider que c'est ça qu'on fait parce que c'est obligatoire, parce qu'on a décidé que c'était obligatoire. Il y a des normes, il n'y a pas forcément une sanction derrière, mais c'est la norme. Et on voit bien, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on dit clause de revoyure. S'il faut des sanctions, oui. Et lesquelles, on verra bien. Mais sur le principe, moi, je suis pour le vote obligatoire. Mais ça, oui, évidemment, Patrick a tout à fait raison de le souligner. Et d'ailleurs, dans le questionnaire, je donnerai mon mail à tous ceux qui veulent le questionnaire. Vous venez, je vous donne mon mail et on l'enverra. Je l'avais envoyé déjà, je l'ai envoyé à tous les élus de la France Insoumise. Il y a une liste Telegram de tous les élus de la France Insoumise. Je l'ai envoyé le questionnaire à tous les élus de la France Insoumise déjà. Mais j'imagine que peut-être vous n'êtes pas tous dans des endroits où il y a des élus, donc il n'y a pas de souci, vous me le donnez. Vous venez me voir, je vous donne mon mail et je vous le transmettrai. Et dans ce questionnaire, on avait dit, êtes-vous pour le vote obligatoire et par la prise en compte du vote blanc, avec prise en compte du vote blanc, bien entendu. Bien entendu. Parce que si on est obligé d'aller voter pour ceux qui sont là, ça va pas. Ça va pas. Ça a déjà été proposé d'ailleurs. Ça a été proposé par François de Rugy, par Claude Bartolone. Bon, non, on va tous voter, c'est obligé, mais on vote blanc. Et le vote blanc est nul. C'est important, le vote blanc est nul aussi parce que contre-intuitivement, le vote nul n'est pas nul en fait. Le vote nul est signifiant. Alors que le vote blanc, lui, on a du mal à lui trouver une signification. Moi, par exemple, en 2017, au second tour, j'ai voté nul. Parce que j'ai mis le bulletin Mélenchon dans l'enveloppe.
C'était un vote nul, mais il n'est pas nul mon vote. Il est très signifiant en fait politiquement. Et les votes nuls sont lus au dépouillement. Et les votes nuls, les gens, vous êtes obligés de lire. Et surtout, souvent, les gens écrivent des choses qui sont intéressantes quand elles sont dites. Voilà, donc ça c'est important. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles les discussions, quand on a des discussions avec les gens, c'est toujours très très intéressant. Et le seul vote, le seul item sur lequel il y avait moins de soutien, ou sur lequel le soutien était un peu plus distant, c'était le vote à 16 ans. Mais c'est parce que ça correspond aussi à l'âge des personnes qui étaient auditionnées. Dès qu'il y avait un ado dans le coin, il y avait une discussion et ça changeait la réponse. Mais c'est vrai que les mamans là qu'on interrogeait, les mamans de 30 ans là ou de 40 ans, quoi, les ados qui votent? Non, oulala. C'était vraiment quelque chose qui était vraiment qui générait une grande frayeur. Mais en même temps, à l'ère de la nécessité des bouleversements environnementaux, on peut penser que si on donne du pouvoir politique aux personnes qui vivront réellement dans le futur, ce qui n'est pas le cas des plus âgés d'entre nous, et ben, peut-être que les décisions seront plus conformes à ceux de l'espèce humaine du futur. Donc c'est aussi fonctionnel à certains programmes politiques que d'inclure la jeunesse dans les décisions politiques. Et puis ça contrecarre aussi une certaine forme de gérontocratie qui existe en politique, qui est moins forte aujourd'hui à l'Assemblée nationale du fait du macronisme, parce qu'ils ont pris des jeunes loups et des jeunes louves, ils ont baissé la moyenne d'âge. Mais par exemple, dans la politique locale, il y a clairement encore une forme de gérontocratie. Heureusement, on a des Patrick Proisy qui sont là pour changer tout ça. Je vais arrêter là. Donc, je vous remercie de votre intérêt. Je vous remercie, je vous souhaite bon courage pour cette bataille. Je pense que nous pouvons, avec notre énergie et le geste d'amour, au fond, que constitue le fait d'offrir à un compatriote la possibilité de faire une constitution ensemble, parce que, vous savez, le patriotisme, c'est un geste d'amour. Et vouloir faire peuple avec quelqu'un, vouloir faire nation avec quelqu'un, vouloir se doter ensemble d'une constitution commune avec quelqu'un, c'est un geste d'amour qui, dans une période de haine, est très importante à mettre en avant. Tout ça n'est pas que de la technique, c'est aussi de l'affect. On ne fait pas une constituante avec les êtres humains de la planète entière. Pour ça, il y a d'autres cadres. Il y a les Nations Unies, etc. On fait une constitution pour les Français. Ça veut dire qu'on est d'accord pour faire ça. Et que c'est un geste de générosité. Et cette générosité, je pense qu'elle est contagieuse. Je pense que vous pouvez la diffuser dans le pays. Et je pense qu'avec cette énergie qui vient du sentiment patriotique, on peut réussir à gagner l'élection présidentielle et à commencer le 1er janvier 2003 la rédaction de la nouvelle Constitution pour la 6e République.